On va parler non pas des 10 commandements, mais des 9 commandements de Wagner. Là aussi, hein, miraculeusement, Catherine André trouvée. L'histoire est belle quand même. Hein. On réapparaît, on a une réunion. Et parce que vous allez voir, bien évidemment, dans ces 9 commandements, il y a quoi? Il y a l'allégeance. Il y a l'allégeance, effectivement. On parle d'une charte, la charte apparemment fondatrice de Wagner. En tout cas, des images de ce prétendu document ont été dévoilées ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Alors, comment ce document, justement, a été dévoilé? On imagine que probablement ça a été lors de la perquisition, vous savez, du il y avait déjà des fameux palais, voilà, d'Evgueni Prigojine, où on a vu son mode de vie, hein, des lingots pris en photo, des liasses de billets, des armes, et on va voir ces fameux selfies qui ont fait beaucoup parler. Et donc image la piste de perquisition, vous venez de le dire, comme celle-là, aimablement diffusée par le FSB. Absolument, et à la télévision russe. Et probablement donc cette fameuse charte d'engagement fondatrice de la milice Wagner aurait été prise en photo pendant cette perquisition. Image donc dévoilée ces derniers jours anonymement sur les réseaux sociaux. Alors, qu'apprend-on exactement? On apprend des engagements, 9 engagements qui visent 2 personnalités de la milice Wagner. Cette charte, attention, elle date du 1er mai 2014, apparemment, donc l'année de la création de la milice. Donc ces 9 engagements visent Evgueni Prigojine, hein, évidemment le personnage qui nous intéresse, présenté comme le directeur et le financier de Wagner, et puis son bras droit, le commandant Dmitri Utkin. On ne sait toujours pas s'il est encore d'ailleurs commandant de la milice. Alors, surtout, ce qui est intéressant, pardon, je coupe, mais est-ce qu'il était, et là on n'a pas de nouvelles, à cette fameuse réunion? Parce que s'il y avait les responsables de Wagner dans leur ensemble, lui devrait être là. D'autant plus, vous allez le voir, par rapport aux engagements qu'il avait pris vis-à-vis de l'État russe. Alors d'abord, regardez Prigojine. Hein. 9 engagements, je ne vous les ai pas tous mis. Quelques exemples simplement. Par exemple, il a paragraphé apparemment ce document. Il s'engage à fournir des armes et des fonds, à participer en personne au combat. Et alors, un élément qui nous intéresse vraiment, il s'engage aussi à ne pas trahir la nation russe, à ne pas aller contre la nation russe. Donc ça nous intéresse parce que ça montre, ça semble montrer, en tout cas c'est ce que dit l'Institut de la guerre, hein, d'études de la guerre, que initialement, eh bien, la milice Wagner était entièrement au service de l'État russe, qu'intrinsèquement elle avait pour mission, pour devoir d'être loyal. En tout cas, c'est ce que semble révéler ce document. Regardez d'ailleurs les engagements qui reviennent cette fois au commandant de la milice. Et bien là, on peut lire que ce dernier a l'obligation de ne pas aller à l'encontre de Vladimir Poutine. Alors maintenant, je vous le disais, on ne sait pas qui a révélé ce document, on ne sait pas pourquoi. L'Institut d'études de la guerre fait en tout cas une hypothèse. Ce serait un moyen, finalement, un effort pour réhabiliter l'image de la milice Wagner, pour dire que finalement ce n'était pas un État dans l'État, mais bien une organisation au service de l'État russe, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le chef de l'État, Vladimir Poutine, est dans une position embarrassante. Oui. Il ne sait pas quoi faire donc de cet embarrassant justement Evgueni Prigojine. Colette de Jonc, elle est pas mal l'analyse de Catherine André, parce que comme on le disait, hein, ça arrive sur un schéma, la charte jurant fidélité, on n'attaque pas la Russie, Poutine reste le commandeur suprême, et puis là ce matin on apprend qu'il y a eu cette fameuse réunion de 3 heures avec Poutine et l'ensemble de l'état-major de Wagner. Donc voilà, tout ça nous est bien raconté. Écoutez, je constate que les Russes ont fait beaucoup de progrès. Probablement à l'imitation des Ukrainiens, ils ont fait des progrès en termes de communication politique, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, quelle est la situation? On voit bien qu'aujourd'hui, les planètes s'alignent pour les Russes, puisque le front actuellement est stabilisé, et puis, encore une fois, ça se passe plutôt pas mal. Encore une fois, je parle du point de vue des Russes. Les Ukrainiens, si vous voulez, n'arrivent pas à progresser. Le président Biden a annoncé très clairement que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN avant la fin de la guerre, donc c'est dans les calendes grecques. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une situation plutôt favorable pour les Russes. Et donc, encore une fois, les Russes en profitent, bien évidemment. C'est de la vraie communication politique. Le deuxième point, il ne faut pas oublier qu'en 2014, en fait, la structure a été créée en 2013,
Le document a été créé en 2014, mais la structure s'est créée en 2013 sur les fonds, comment dire, sur le désastre d'une autre SMP russe qui s'appelait Slavonic à l'époque et qui était partie en Syrie. Quand ils sont rentrés, c'était une catastrophe. Et donc à ce moment-là que Prigojine a proposé à Poutine en 2013 de créer une structure à l'image de ce qu'avaient les Américains avec des sociétés comme Blackwater. Et donc il a lancé cette opération et c'était accepté. Qui sont les parrains de Wagner? En fait, c'est le FSB, le GRU, la Garde nationale et l'armée. Donc ces structures, si vous voulez, ont parrainé, si vous voulez, cette montée en puissance. Et depuis le départ, depuis la création de Wagner, Wagner est un outil dissimulé du pouvoir politique. C'est la partie émergente de la politique extérieure russe. C'est ça qui est très important. Au nom du déni plausible. Pourquoi? C'est que le déni plausible permet de dire il se passe des choses, mais c'est pas nous. On voit qu'il a tenu. Alors, Prigojine a tenu un certain temps. Il a souhaité émerger en septembre 2022, mais pendant les 6 premiers mois, Prigojine était totalement invisible. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, c'est un outil politique, un outil dédié à ses activités périphériques et évidemment au profit de qui? Au profit des forces spéciales, au profit du GRU, au profit du FSB. Rappelez-vous, en Crimée et dans le Donbass en 2014, encore une fois, l'imbrication était totale entre les gens de Wagner et les gens du FSB, du GRU. Il y a un article dans l'Express qui cite les petits bonhommes verts. Donc on voit bien que ça a fonctionné. Et c'est vers ça peut-être que Poutine veut revenir. Merci beaucoup, colonel Pierre de Jonck. Grand plaisir que de vous avoir déjà et de vous retrouver sur le plateau de ce 12-15. Si vous avez bien suivi ce que nous a dit le colonel, il prédisait des vacances, de longues vacances à nos bords de la mer Noire, s'il y arrivait pour un certain Gerasimov. Et bien là aussi, patatras, décidément, tout le monde réapparaît. Autre personnage qui fait sa réapparition, évidemment, Gerasimov. Il y avait beaucoup de rumeurs qu'il disait absent, emprisonné, limogé même. Visiblement, pour l'instant, il n'en est rien. En tout cas, voilà la communication ce matin du Kremlin. Des images qui nous sont parvenues, qui nous dit qu'il est libre au travail et qu'il écrit sa légende. Valéry Gerasimov, le chef d'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, est fidèle à son poste et à son chef suprême. Regardez ce sujet, signé Laura Pouget. La vidéo est publiée par l'agence TASS, canal de communication du Kremlin. On y voit Valéry Gerasimov conduire ce qui ressemble à une réunion d'état-major. Théoriquement, rien d'étonnant, puisque l'homme est toujours officiellement commandant de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Sauf qu'il n'était pas apparu publiquement depuis la rébellion avortée d'Evgeny Prigojine, il y a maintenant plus de 2 semaines. La dernière image de lui, celle-ci, remontée au 9 juin dernier. Une absence qui avait donné lieu à toutes les spéculations. Le chef de guerre aurait-il été mis sur la touche, écarté, pour n'avoir pas su conduire une mutinerie qui a causé la mort de plus d'une dizaine de ses hommes? Les autorités semblent vouloir désormais démentir ces rumeurs, appuyées par la déclaration d'un autre haut gradé militaire, Viktor Sobolev, également député de la Douma, au sujet d'un éventuel retrait de Gerasimov. Ceci aurait d'abord été traité par nos médias. Or, je n'ai jamais entendu de telles informations. Il s'agit très probablement d'une farce. Samedi, c'est une autre figure du commandement russe qui s'est montrée aux côtés de ses soldats. Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, rare depuis la mutinerie. Reste un absent, le général Sergueï Sourovikine, éphémère chef de l'opération militaire spéciale, rétrogradé adjoint de Valéry Gerasimov, mais contrairement à lui, proche de Prigojine. Sa dernière apparition remonte à la rébellion, dans cette vidéo un peu figée où il exhorte Wagner à tout arrêter. Depuis, plus rien, si ce ne sont les rumeurs d'incarcération qui courent à son sujet. Jean-François Bouthorst, merci, on vous salue d'être avec nous. Vous allez participer à notre discussion sur l'avenir de ces chers disparus qui, pour certains, depuis midi, ne le sont plus. Cette réapparition, Natalia, de celui qui avait disparu depuis 6 mois, vous l'analysez comment ? Vous parlez de Gerasimov ? Ben oui. Oui, parce qu'en fait, il y avait une publication de Daily News, Daily Mail, qui disait qu'il était limogé. Et du Moscow Times aussi. Voilà. Et moi, j'ai comme l'impression que c'est peut-être vrai. Parce qu'il peut être limogé d'un poste, mais ça ne veut pas dire qu'il est mis en prison. Et à sa place, d'après la presse occidentale, est nommé le chef de l'armée de l'air. Et qu'est-ce que Poutine veut? Il veut attaquer par l'air. Le fameux Mikhail Teplinsky, c'est ça? C'est ça.
Donc c'est vrai que ça semble être plausible. Après, quand on a déclaré qu'il serait limogé, tout d'un coup, il réapparaît sur les vidéos. Peut-être parce que, comme en même temps, on a publié que Prigojine a eu une rencontre avec Poutine, peut-être que ça semble trop comme quelque chose que Prigojine aurait gagné. Ou via Prigojine, quelqu'un a imposé à Poutine un changement de figure sur la carte de l'échiquier. Pour moi, de toute évidence, Prigojine est l'instrument de négociation entre Poutine et quelqu'un. Alors, la question que je me pose, est-ce que ce quelqu'un, c'est Patrushev ou comment il s'appelle déjà, Sechin, le chef de sécurité. Donc, c'est de l'administration. Donc, et en même temps, on a d'ores et déjà limogé le chef de l'agence TASS, qui, lui, apparemment, n'a pas trop bien mis la lumière sur les informations. Donc, c'est ça plutôt qui est Il n'a pas relaté l'histoire comme il fallait. C'est-à-dire que la façon dont on n'a pas caché le profil que Poutine aurait perdu, la face qu'il aurait perdue. Donc c'est une faute professionnelle de l'agence TASS. Donc maintenant, il essaye peut-être de brouiller davantage les pistes et de nous montrer plusieurs messages. Mais je crois que le chef de l'état-major n'est plus le chef des actions militaires. Voilà, vous pensez qu'il est là, il préside une réunion, que de l'autre côté de la caméra, il n'y a quand même pas grand monde et qu'il ne fait plus grand-chose. Jean-François Boutors, est-ce que vous partagez la même analyse que Natalia Turine? Est-ce que déjà Prigojine aussi aurait pu peut-être à un moment demander des choses en contrepartie d'autres? Et est-ce que là, parce que l'image est trop belle, c'est-à-dire qu'il y a cette communication hier, ces rumeurs, finalement le Kremlin nous balance ces images, c'est un peu trop gros pour être vrai? Je crois que ça prouve qu'il faut se méfier de tout ce qui circule comme information. Dans les choses qui sont avérées, c'est effectivement, comme l'a dit Natalia Turine, c'est le fait que le patron de TASS a été limogé, ce qui n'est pas une petite affaire, puisque c'est quand même un des principaux organes d'information officiels du Kremlin. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas ne pas avoir une coïncidence étrange entre l'annonce de la rencontre de Poutine avec Prigojine et les commandants et la réapparition de Gerasimov, puisque c'est une manière de dire que, me semble-t-il, c'est une interprétation, on n'a pas de certitude, mais ça apparaît comme une manière de dire, oui, Prigojine est toujours là, il n'est pas liquidé, Wagner n'est pas liquidé, mais Wagner n'a pas eu la tête ni de Prigojine, ni de Shoigu, pour l'instant, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des réaménagements plus tard, mais on ne le sait pas. Le nom de Teplitsky, par exemple, ça fait plusieurs semaines que ce nom est avancé, qu'un changement aurait été déjà ordonné, mais qui n'a pas eu lieu. On a eu la même chose avec le nom de Lapine. Bon, il y a manifestement à l'intérieur de l'armée beaucoup de remue-ménage. L'affaire n'est pas dite encore, me semble-t-il. Et tout ça montre en même temps la fragilité, encore une fois, du pouvoir au Kremlin. Je vous rappelle qu'il y a 2 jours, Peskov disait publiquement nous ne savons pas où est Prigojine et nous n'avons pas les moyens de le savoir. Donc on a des communications complètement contradictoires. Alors, comment comprendre ça? Je pense qu'il faut faire très attention. On peut faire beaucoup de conjectures. Il faut attendre de voir des choses très précises se mettre en place de manière stable. Et on n'y est pas. Merci beaucoup, Jean-François Boutors, d'avoir été avec nous. À très vite sur le plateau de ce 12-15 à nos côtés. Ce que vous disiez, Anne, tout à l'heure était très intéressant. C'est-à-dire qu'on précise en même temps qu'il est au travail et qu'il écrit ses mémoires. Ça aussi, c'est bizarre. Ou alors, c'est peut-être très russe, je ne sais pas. Mais si vous êtes au boulot, vous n'avez pas le temps d'écrire vos mémoires. Si vous écrivez vos mémoires, c'est qu'a priori, vous êtes quand même plus près de la fin que du début. Oui, alors bien évidemment, ce n'est pas fondamentalement incompatible, mais je reviens sur ce que Natalia évoquait et Jean-François Boutors à l'instant. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent avec tout le flot communicationnel, informationnel qui nous parvient, où en moins de 24 heures, on peut avoir tout et son contraire qui sont avérés, présentés dans le plus grand sérieux, si je puis dire, avec la plus grande assurance. Donc, moi, je vois ça d'un œil extérieur
de la façon suivante. Une sorte de grand désordre organisé qui témoigne du chaos en interne et de la lutte des clans, que chaque pilier au sein du Kremlin est en train d'essayer de recomposer ses propres équipes, d'éliminer un proche qui a pu être proche sur les dernières années, qui demain est un traître, etc. Donc c'est une sorte d'œil extérieur du grand chaos en interne qu'il y a au niveau du pouvoir à Moscou, me semble-t-il. Vous le sentez comme ça? On va faire le tour du plateau, justement. Je pense que c'est enfin, mon avis, tout simplement, qu'à l'intérieur, il y a véritablement un désastre, un désordre total. Et ils essayent, par la communication, de montrer un tout petit peu qu'ils gèrent la situation, mais tous les autres signes montrent que même les déplacements en Afrique, le fait que la Russie, l'État central, il veut reprendre le pouvoir sur les entités de Wagner partout, le fait qu'il s'installe en Biélorussie, le fait qu'il retire quelques troupes de l'Est d'Ukraine, ensuite ils reviennent, ils remettent 1000 personnes. Donc ça témoigne que nous sommes dans une phase où ils voient où mettre une phase de test, c'est ce que disait Hélène Blanc tout à l'heure, une phase de test pour voir exactement, oui. Et peut-être le fait, vous voyez, chaque période de cette guerre sur Surovikin, c'était des attentats sur les systèmes électriques, sur les centrales électriques, pardon. Là, peut-être, ils veulent reprendre la main sur l'espace aérien avec les moyens qu'ils ont, toujours. Chaque phase de guerre, il y a un personnage qu'on sort de la naphtaline ou d'un hangar et on essaye de le replacer. Votre analyse, justement, sur ce retour sans être vraiment un retour, en tout cas ces images qu'on nous vend d'un Gerasimov qui préside une réunion. Alors, on ne sait même pas d'ailleurs s'il continue de s'occuper de l'armée russe en Ukraine. Oui, on ne sait pas exactement ce qui se discute autour de cette table. Faut juste noter que pendant le week-end, Prigojine est humilié par la publication de photos, par la publication des photos de sa maison. Le lendemain, on annonce qu'il a rencontré Vladimir Poutine seulement 5 jours finalement après la mutinerie. Le patron des VKS est pressenti pour succéder alors que les seuls qui sont morts dans cette mutinerie, en tout cas à côté de l'armée russe, sont les pilotes des mêmes VKS, donc les forces aériennes russes. En fait, pour l'instant, on a surtout l'impression de voir un pouvoir politique qui essaie de montrer qu'il est toujours dans le contrôle et du temps et des nominations, que personne ne lui a imposé quoi que ce soit. Pour l'instant, il y a différentes personnes qui vont et viennent dans la sphère médiatique. Au moment où le Kremlin le décide, ça montre qu'ils essayent d'avoir le contrôle. Et je rejoins Emmanuel là-dessus. Je veux dire, ça montre aussi qu'il y a une forme de chaos en interne et qu'on n'avait pas encore décidé de quel vassal va être promu ou pas. Avant de parler du sommet de l'OTAN qui nous intéresse, parce que beaucoup de gens parlent et beaucoup de décisions sont attendues, je voudrais revenir sur, d'un mot, ce que vous disiez tout à l'heure, Natalia, qu'on ne savait pas d'ailleurs, et ce qu'a confirmé Jean-François Boutor en disant que c'était quelque chose de très très important. Le limogeage du patron de l'agence TASS. Pourquoi c'est important Pourquoi c'est un signe? Mais si tant est, ça veut dire quoi? Mais parce que regardez, toute la clique de la propagande change de cap. Tout d'un coup, maintenant, il critique. Chaque image de Poutine maintenant a adopté le comportement de Prigojine. C'est-à-dire que lui, qui est taiseux, qui a peur de foule, tout d'un coup, il fait quasiment une apparition en visio par jour. Ce qui n'est absolument pas son truc. Son truc, c'est dès qu'il y a un problème, dès qu'il n'y en a pas d'ailleurs, il se retire et puis il ne se mêle pas dans le jeu des cafards entre eux. Maintenant, on lui a dit il faut que tu apparaisses. Donc celui qui va manipuler tout ça, ça doit être une autre personne, parce que la personne précédente nous a montré Poutine tremblant, en sueur, donc il change à la fois de directeur de la com, de directeur de casting. Donc c'est ça. Ne serait-ce que ce voyage tellement bizarre au Daghestan où tout d'un coup il a un putsch et il va discuter du tourisme. Donc quelqu'un a organisé, parce que ce bain de foule, c'était quelque chose d'organisé. Donc se rajoute à ça
une somme importante que Poutine donne à Daghestan pour une aide, en fait, c'était son prix à cette toute petite république d'avoir organisé le bain de foule, parce qu'il fallait l'organiser. C'est le prix de l'image. Ils auraient pu, franchement, le massacrer, hein. Connaissant le caractère des Dagestanais, souvenez-vous, les femmes dagestanaises, c'était les seules femmes qui se sont vraiment révoltées. Donc, Poutine, reconnaissant, c'est ce qu'il a fait avec la Tchétchénie, parce que la Tchétchénie est quasiment sur le goutte à goutte depuis la guerre que la Russie a perdu.